Bonjour à tous. Je vais remettre un petit peu de pédiatrie dans cette journée. Moi, je suis pédiatre à Tours et je voulais en profiter effectivement pour vous parler à partir d'un cas clinique donc de la place un petit peu de l'immunomodulation, c'est-à-dire le traitement immunosuppresseur dans l'enzymothérapie substitutive dans la maladie de Pompe. Donc bien sûr à partir d'un cas pédiatrique. Donc juste pour rappeler, la maladie de Pompe, c'est une maladie de surcharge en glycogène, vous savez, mais avec donc différentes formes en fonction de l'activité enzymatique résiduelle, différentes formes de sévérité variable. Et les différentes formes décrites étant la forme infantile qui va être la forme la plus sévère avec une présentation à la fois cardiaque et musculaire, et puis les formes plus tardives, juvéniles et adultes. Et en fait, l'immunomodulation actuellement, on en a parlé principalement dans la forme infantile avec les histoires de statut crime, et c'est ce que j'ai essayé de vous détailler un petit peu en vous donnant un petit peu les connaissances actuelles et en finissant par un cas clinique. Voilà, donc la forme infantile, c'est une forme dans laquelle l'activité enzymatique résiduelle est indétectable et l'âge de début se fait toujours dans les premiers mois de vie, habituellement avant l'âge de 6 mois. Une atteinte donc cardiaque, une cardiomyopathie hypertrophique massive habituellement, un électrocardiogramme qui donne des signes relativement typiques, je vous en montrerai un exemple un petit peu plus loin. Associé à ça, une atteinte des muscles squelettiques avec une hypotonie majeure, un tableau de myopathie évoluant rapidement vers une insuffisance respiratoire. Et puis, par la suite, ont été décrits d'autres signes associés un petit peu moins importants. Une macroglossie, vous avez un exemple ici. Et puis, vous verrez que dans le cas clinique que je vais vous présenter, c'est une enfant qui a une macroglossie majeure. Des troubles de la déglutition fréquents, une surdité qui a été découverte plus récemment et éventuellement des atteintes du système nerveux central. Le pronostic de la forme infantile, sans traitement, c'est une catastrophe, c'est un décès. Tous les enfants sont décédés avant l'âge de 12 mois et la plupart même avant l'âge de 6 mois. Donc, une maladie excessivement sévère. La place du myosime. Donc le myosime, je vais juste rappeler un petit peu l'historique. Premier essai thérapeutique en 99, une ATU puis une autorisation de mise sur le marché en France en 2006. La posologie 20 mg kg toutes les 2 semaines. Et grâce à ça, c'est les premiers travaux de l'équipe américaine donc de Priya Kishnani. Il n'y a pas photo. Ça, c'est quand on n'est pas traité, tout le monde est mort avant 15 mois. Quand là, c'était 18 patients, les 18 patients, tout le monde survit. Donc là, il n'y a pas de problème. Ça a l'air de marcher sacrément bien. C'était l'exemple donné tout à l'heure. Même topo, efficacité sur l'atteinte cardiaque, l'hypertrophie du ventricule gauche qui est exprimée en déviation standard. Vous voyez que chez tous ces patients-là, progressivement, on a une régression de l'hypertrophie cardiaque. Donc l'efficacité paraît évidente, avec à la limite près que là, c'est des données relativement courtes, puisqu'on est sur 1 an et demi environ, voire 1 an sur celle-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'évolution en plus long terme a montré que c'était peut-être pas si simple que ça et que finalement, il y avait quand même chez certains patients une perte d'efficacité. Donc récemment, on a repris la série française des patients, donc là c'était Marine Tardieu qui avait fait ça dans le cadre du DIU de maladie métabolique, qui a repris les différents patients traités en France. On a retrouvé 20 formes infantiles qui avaient été traitées. Vous voyez que finalement la survie, donc là on est sur c'est des années cette fois, sur les patients traités, quelques décès en début, mais finalement pas mal de survie. Mais ce qu'il faut regarder, c'est ceux qui survivent sans ventilation. Et là, c'est un petit peu plus catastrophique. Et on voit que notamment à partir de 4 ou 5 ans, on a probablement un échappement de l'efficacité de l'enzymothérapie, notamment sur l'atteinte musculaire et sur l'atteinte respiratoire. Donc ça, cette évolution-là, qui est la même dans la série de Priya Kishnani, dans la série américaine, a fait poser la question des facteurs un petit peu de réponse au traitement de l'enzymothérapie. Et dans ces facteurs pronostiques, alors plusieurs ont été suspectés, certains restent encore discutés. Le premier, la précocité de mise en route de l'enzymothérapie, ça paraît assez évident que plus on est traité tôt, plus on a de chances de bien répondre. La sévérité clinique, c'est sûr que les patients les plus sévères sont ceux qui sont à risque d'échapper. La posologie utilisée, je le mettrai entre parenthèses, il y a certains cas cliniques qui décrivent une reprise d'efficacité de l'enzymothérapie quand on double la dose, ou voire même plus. Et puis, le point sur lequel je voudrais insister, c'est le développement d'anticorps contre l'enzyme recombinante qui participe dans un bon nombre de cas à l'échappement thérapeutique que l'on peut avoir. Alors pourquoi on parle d'anticorps? Ces enfants-là à qui on perfuse une enzyme recombinante, leur système immunitaire qui va le reconnaître comme quelque chose d'étranger va développer des anticorps qui potentiellement vont venir dans un deuxième temps inhiber l'enzyme recombinante et donc avoir une perte d'efficacité secondaire. Une chose associée éventuellement, c'est que potentiellement la présence d'anticorps pourrait également favoriser les réactions immunoallergiques sans que les deux soient liés. On peut avoir un échappement thérapeutique sans avoir de réaction allergique. Un des facteurs qui a été identifié pour la production d'anticorps, c'est le statut CRIM, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, pour Cross-Reactive Immune Material,
Donc le statut crime, ça consiste à détecter s'il y a une enzyme résiduelle ou pas. Ça se fait en Western blot. Vous avez un exemple ici où vous voyez que finalement, donc les patients crime positifs, comme ici, on retrouve un petit peu d'enzyme chimique. Donc c'est bien sûr une enzyme qui est anormale, mais qui va témoigner d'une activité enzymatique résiduelle, versus les patients qui vont être dits crime négatifs, c'est ceux pour lesquels on ne détecte aucune enzyme résiduelle. Pourquoi on a fait cette distinction-là? C'est parce qu'on s'est aperçu, alors oui, petite parenthèse, le statut crime, on peut également le définir du coup à partir du génotypage, puisque quand vous avez 2 codons stop excessivement précoces, obligatoirement vous n'aurez pas de protéine, ou en tout cas une protéine qui va a priori être détruite tout de suite. Donc c'est ces patients-là qui n'auront pas du tout d'activité enzymatique résiduelle et de protéines détectables, versus des mutations de non-sens ou ce genre de choses qui vont donner potentiellement des protéines résiduelles. Pourquoi c'est important de définir le statut crime? Parce qu'il a été clairement démontré que les patients qui étaient crime négatifs, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas du tout d'enzymes résiduelles, étaient ceux qui développaient des très forts taux d'anticorps contre l'enzyme, avec des taux qui étaient très élevés, versus les patients crime positifs, pour lesquels la plupart, certains développent des anticorps, mais souvent à des taux beaucoup plus faibles. Et quand on regarde en termes d'efficacité, vous avez la survie, c'est toujours l'équipe de Priya Krishnani qui a montré ça à partir de la série américaine, la survie sans ventilation. Si on sépare les crimes positifs, vous voyez que finalement, là, sur une durée de 80 mois, on a quand même une relativement bonne efficacité. Par contre, dans tous les patients qui étaient crimes négatifs, vous voyez qu'au-delà de 2 ans, à peu près tous ont échappé au traitement, même s'il y avait eu une bonne réponse initiale. Donc le statut crime paraît être quand même un réel facteur pronostic sur la production d'anticorps et sur l'échappement thérapeutique secondaire. Toujours la même équipe, Priya Krishnani, ont publié en 2009 un patient qui avait échappé au traitement avec des forts taux d'anticorps. Ils ont proposé un traitement immunosuppresseur et ils ont pu montrer, alors le traitement immunosuppresseur assez costaud, puisque vous voyez que ça fait appel à du rituximab, aux anti-CD20, plus du méthotrexate. Et vous avez ici toutes les doses répétées de chimiothérapie. Et avec ça, vous avez ici représenté le taux d'anticorps qui était élevé ici avec un échappement thérapeutique. Finalement, ils ont pu, grâce à ce protocole-là, négativer totalement les anticorps et avoir une relative reprise de l'efficacité de l'enzymothérapie substitutive. Je dis bien relative parce que ce patient-là gardait quand même un retard dans son développement psychomoteur. Finalement, ce qu'on peut conclure de ça, c'est que oui, quand on développe des anticorps, qu'on a un échappement thérapeutique, on a peut-être une réponse, mais l'inconvénient, c'est premièrement que cette réponse, elle n'est que partielle, la reprise d'activité, et deuxièmement, qu'elle est au prix d'une chimiothérapie quand même excessivement lourde, puisqu'on induit un déficit immunitaire profond chez ces enfants. Alors par la suite, là je ne l'ai pas repris, mais ils ont publié plus récemment que chez ce patient-là, ils ont arrêté le traitement immunosuppresseur et le patient, pour l'instant, n'a pas redéveloppé d'anticorps. Donc ils pensent que peut-être sur du long cours, on peut induire une immunotolérance par ce protocole-là. Mais à partir de là, a germé l'idée de proposer finalement un traitement plutôt avant de démarrer l'enzymothérapie. C'est-à-dire, si on met le système immunitaire à zéro, si on le met totalement à plat, en utilisant le même protocole, ça veut dire du rituximab et du méthotrexate, juste avant de démarrer l'enzymothérapie, le patient, n'ayant plus de CD20, ne fabriquera pas d'anticorps contre l'enzyme. L'idée, c'est que cette immunosuppression soit transitoire, et au moment où le système immunitaire va redémarrer, on espère avoir induit une immunotolérance de l'enzyme. Ça, c'est de la théorie, mais ça passait par le fait qu'il fallait, dans ce cas-là, définir un statut crime en urgence et démarrer une immunomodulation en pré-thérapeutique chez les patients qui seraient crime négatifs. Voilà, donc c'est ce cas clinique que je vais vous présenter. Une enfant qui est née en novembre 2010, premier enfant de parents consanguins d'origine marocaine. Elle est née à terme avec des mensurations tout à fait normales. Elle est symptomatique dès la naissance, mais le diagnostic n'est pas fait instantanément. Les parents rapportent une histoire de dyspnée, donc une gêne respiratoire depuis la naissance. Elle est vue plusieurs fois sur son médecin traitant. Elle ferait peut-être des accès de cyanose qui ont fait porter des diagnostics de bronchiolite. C'est une enfant qui mange pas très bien et finalement, elle va être hospitalisée à 2 mois pour une suspicion de bronchiolite. En fait, rapidement, sur l'examen clinique à l'arrivée, c'est une enfant qui a effectivement des signes respiratoires, une polypnée, une détresse respiratoire assez majeure. Elle est oxygénodépendante. On lui trouve associé à ça une hépatomégalie, une franche hypotonie axiale et une macroglossie conséquente. Vous verrez les photos tout à l'heure. Radio pulmonaire faite à l'entrée, vous avez une cardiomégalie majeure et échographie cardiaque ne donne pas trop de doute. Vous avez ici un épaississement de ventricule gauche qui est à plus 8 ou plus 10 de déviation standard par rapport à la normale. Un cardiologue qui voit ça à cet âge-là, normalement, ne se trompe pas. Jusqu'à preuve du contraire, c'est une maladie de pompe. Si vous voulez un peu plus de détails, vous faites l'électrocardiogramme.
Vous savez que le glycogène est un excellent conducteur électrique et donc ça va entraîner beaucoup de particularités sur l'électrocardiogramme. Vous allez avoir un espace PR excessivement raccourci et qui a un risque d'ailleurs de troubles du rythme par la suite, et des QRS qui sont géants, qui souvent sortent même de la feuille. Un tracé comme ça est fortement évocateur d'une glycogénose cardiaque, notamment d'une maladie de pompe, et associé à ça des troubles de la repolarisation. Voilà, donc forte suspicion de diagnostic de maladie de pompe infantile. Le diagnostic va être confirmé. Cet enfant donc, a une activité maltase acide effondrée. Donc à partir de là, c'est à cette époque-là que l'équipe de Priya-Krishnani publie les histoires de crimes négatifs et l'éventualité de mettre un traitement immunosuppresseur avant de démarrer l'enzymothérapie. Petite différence dans les formes infantiles par rapport aux formes adultes. Dans les formes infantiles, c'est une urgence de démarrer le traitement. Vous avez compris que plus on attend, plus on a de risques que l'enfant ne réponde pas ou échappe au traitement. Donc c'est urgent de répondre, donc il nous faut définir le statut crime en urgence et le génotypage. Donc là, un grand merci aux gens de Genzyme qui nous ont aidés à envoyer les prélèvements aux États-Unis. Je vous passe le détail, mais on a eu le génotypage instantanément. Par contre, des petits gags sur les envois de tubes qui ne se conservent pas bien pour les États-Unis, donc il a fallu l'envoyer à 2 reprises. Mais au final, la conclusion tombe. Cet enfant est homozygote pour une mutation classée comme sévère, donc a priori sans aucune activité enzymatique résiduelle, sans aucune protéine détectable. Et le Western blot du patient ici confirme effectivement qu'on ne retrouve aucune trace d'enzyme détectable. Donc cet enfant est considéré comme crime négatif. Donc là, grande discussion avec l'équipe de Priya-Krishnani qui met en place sur l'Amérique du Nord un protocole d'immunosuppression transitoire avant de démarrer l'enzymothérapie. À cette époque-là, eux venaient d'inclure leur premier patient et allaient probablement en inclure un deuxième. Et donc, elle nous propose de nous passer son protocole et qu'on fasse les choses avec elle. Le protocole, vous l'avez là. Le premier mois, on fait donc une induction avec des perfusions d'anti-CD20 suivies de méthotrexate. C'est la seule chimiothérapie que cet enfant recevra. Et la résultante est que donc on met les lymphocytes B totalement à zéro, indétectables, grâce aux anti-CD20. Et vous voyez que finalement, les lymphocytes B vont commencer à remonter à partir environ de 3 mois après le traitement. Cette durée-là, bien sûr, on couvre avec des perfusions d'immunoglobuline pour protéger l'enfant contre les infections. Et par la suite, le système immunitaire est totalement normal et on ne refera pas de traitement immunosuppresseur par la suite. Le myosime est démarré donc dès le lendemain de la première perfusion de rituximab. Une perfusion toutes les 2 semaines à la dose normale, 20 mg kg, et le suivi des taux d'anticorps. Là, je suis désolé, j'étais un peu fainéant, je n'ai pas refait ma diapo. On a maintenant presque 2 ans de recul, les anticorps sont toujours totalement négatifs. Donc cet enfant-là, qui est crime négatif, pour laquelle on s'attendrait dans la première année de vie à voir apparaître des taux massifs d'anticorps, n'a jamais pour l'instant développé d'anticorps. Les taux restent toujours indétectables. Ça, c'est le côté biologique, mais qu'est-ce qui se passe sur le plan clinique? Vous avez ici représenté l'atteinte cardiaque avant traitement. Après un an de traitement, la cardiomyopathie a totalement fondu. Vous avez là la masse du ventricule gauche exprimée en milligrammes par mètre carré. Elle se normalise complètement en quelques mois. Le BNP, qui est un marqueur d'insuffisance cardiaque, se normalise totalement après quelques mois de traitement. On a une récupération cardiaque complète. Il y a juste les particularités ECG qui persistent chez ces enfants-là. Ça, c'est ce qui était décrit. L'atteinte respiratoire, j'ai juste mis ça c'est une coupe de scanner, juste pour vous montrer qu'il y avait une telle cardiomyopathie qu'on avait une compression de la branche souche gauche avec un poumon gauche qui était totalement non ventilé. Cet enfant a dû bénéficier d'une ventilation non invasive le premier mois de traitement, d'abord continu puis uniquement nocturne, et qu'on a pu totalement arrêter. Actuellement, elle a une fonction respiratoire qui est normale. Sur le plan moteur, elle a un développement, alors elle a une hypotonie réelle, mais elle a un tableau myopathique, mais c'est une enfant qui a tenu assise à partir de 9 mois, qui a tenu debout à 12 mois. La marche a été acquise à 18 mois. Vous avez là, donc, voilà, donc cet enfant, donc là c'est le début de la marche à 18 mois, alors on voit qu'elle est quand même, vous voyez, elle est quand même instable, il y a un tableau de myopathie, clairement cet enfant, elle a une hypotonie, mais elle a acquis la marche. Je vous rappelle que les enfants qui sont crime négatifs à son âge, à elle, sont décédés d'habitude, hein. Donc cet enfant a quand même une vie subnormale. Bon, maintenant il faut qu'on ait un petit peu plus de recul dessus. Elle continue à progresser puisqu'elle va avoir 2 ans à la fin du mois. En conclusion, donc ce protocole d'immunomodulation, donc transitoire, pré-thérapeutique, a permis d'induire réellement une immunotolérance de l'enzymothérapie substitutive avec une efficacité à la fois clinique, mais surtout clinique, mais également biologique. Ça soulève 2 questions. Premièrement, celle de l'intérêt de définir le statut crime
en urgence et sur prélèvement sanguin. Donc la technique, elle se fait maintenant au Royaume-Uni et elle est en train d'être développée en France, parce qu'on aura besoin de ces résultats-là pour les formes, au moins pour les formes infantiles. On aura besoin de ce résultat-là en urgence afin de proposer un traitement, j'ai marqué à la carte, ça veut dire que les patients qui sont crime négatifs devraient pouvoir bénéficier de ce traitement-là et on va gagner en efficacité sur le traitement, notamment sur le long terme. Et puis les perspectives, cette attitude-là, elle peut peut-être se discuter chez d'autres patients, elle peut peut-être se discuter chez des patients crime positifs mais qui développent des taux d'anticorps excessivement élevés. Alors là, je parlais, une fois que vous avez démarré le traitement, vous avez vu qu'on peut quand même inverser ces taux d'anticorps avec une reprise de l'efficacité. C'est une question qui se posera sans doute dans d'autres maladies lysosomales. Et la seule limite que je mettrai là, c'est que pour l'instant, on n'a quand même pas un recul énorme. Vous avez vu que les problèmes d'insuffisance respiratoire devenaient quand même majeurs passé 4 ans. Pour l'instant, on n'a pas de patients traités de cette manière-là. On peut juste dire qu'on a gagné, on a encore amélioré l'efficacité de l'enzymothérapie grâce à cette technique. Il reste à voir le devenir sur le long terme. Voilà, je vous remercie de votre attention.